Le 10 octobre 2025, 23 véhicules sans insigne ont traversé un corridor du Sahel alors même que 300 km disparaissaient soudain des radars occidentaux. Ce silence total sur une zone normalement saturée de surveillance a révélé un écart inattendu entre les moyens déployés et l'absence de réaction internationale. Comment comprendre ce vide et ce qu'il annonce pour l'Afrique quand Ibrahim Traoré avance dans cette colonne sans être vu ? Dans la poussière encore immobile, une réalité nouvelle prend forme, prête à modifier durablement l'équilibre régional. Ce récit avance avec une promesse claire, comprendre comment un convoi discret, une brèche de surveillance et une décision stratégique ont ouvert la voie à une souveraineté que beaucoup pensaient impossible pour un pays du Sahel. Au cœur de cette histoire se trouve un enjeu simple mais décisif. Saisir pourquoi une opération passée sous silence a pu modifier, en quelques heures, la manière dont un État redéfinit ses priorités sécuritaires, économiques et diplomatiques. Dans les minutes à venir, le fil narratif vous guidera des routes poussiéreuses de la frontière nigérienne jusqu'aux premières décisions financières qui ont donné naissance au Fonds national de souveraineté, appuyé par l'or et l'agriculture. Vous découvrirez comment ces choix ont provoqué une recomposition rapide des alliances, tout en révélant les limites de la dépendance militaire imposée par des décennies de tutelle étrangère. Ce chapitre ne cherche pas à dramatiser. Il vise à montrer pourquoi cette transition constitue à la fois une opportunité de stabilité nouvelle et un risque élevé pour une région déjà marquée par la fragilité politique. En quelques minutes, un corridor de 300 km situé entre la frontière du Niger et Ouagadougou a disparu des radars occidentaux. Au même moment, 23 véhicules chargés de systèmes d'armement avancés progressaient sans être détectés, comme si une zone pourtant surveillée en continu s'était vidée de toute présence technologique. Pour saisir ce qui se joue cette nuit-là, il faut revenir à une réalité plus ancienne, celle d'un Burkina Faso habitué à attendre des décisions extérieures pour sécuriser ses villages, ses frontières et sa stabilité interne. Pendant des années, l'aide militaire, les images satellites, les drones et les crédits conditionnés ont façonné une dépendance structurelle qui rendait chaque avancée fragile et souvent réversible. C'est dans ce paysage d'incertitude que se forme la vision d'Ibrahim Traoré, forgée en observant des localités abandonnées, pendant que des débats internationaux se concentraient sur des calendriers d'assistance. La nuit du convoi marque une rupture. L'opération ne cherche pas à provoquer un affrontement, mais à reprendre le contrôle d'un espace stratégique essentiel à la souveraineté du pays. À l'intérieur des véhicules, les armes de fabrication chinoise ne symbolisent pas une simple modernisation, mais la fin d'un cycle où l'approbation étrangère constituait la condition préalable à toute décision sécuritaire. Lorsque le flux de communication revient quelques heures plus tard, l'incident a déjà pris forme sur le terrain, laissant les autorités occidentales face à une zone blanche qu'aucun rapport n'explique clairement. Cet angle mort, loin d'être un simple accident technique, marque la transition d'un modèle de défense sous tutelle vers une trajectoire plus autonome, alimentée par l'idée que la sécurité ne peut plus dépendre de puissances extérieures. Ce moment s'inscrit dans une stratégie plus vaste où le pays mise sur ses ressources, ses alliances régionales et une volonté assumée de définir ses propres règles, malgré les risques diplomatiques et les tensions que ce choix peut provoquer. Pour comprendre la portée réelle du convoi, il faut revenir à celles et ceux qui, loin des grandes capitales, ont vécu les premières conséquences de ce mouvement silencieux. Dans plusieurs localités proches de la frontière nigérienne, des responsables communautaires ont vu le changement avant même que l'incident des radars ne soit rapporté. L'arrivée des véhicules, dans un calme presque irréel, a signalé à ces villages qu'une bascule était en cours. L'État reprenait pied, là où la sécurité reposait jusque-là sur des moyens insuffisants. Un premier cas se trouve dans une zone habituellement exposée aux incursions. Les habitants y ont noté, dès les jours suivants, une présence accrue de patrouilles et une logistique plus cohérente. Résultat direct, des équipements débarqués à Ouagadougou. Rien de spectaculaire, mais un rythme différent, annonçant une réorganisation plus durable. Un second cas concerne des équipes chargées de surveiller les axes routiers entre les deux pays. Leur travail, souvent entravé par la faiblesse des moyens techniques,
à bénéficier plutôt qu'ailleurs des nouveaux systèmes de communication mis en place après l'arrivée du matériel. Les retards habituels dans les transmissions ont diminué, permettant une détection plus rapide de mouvements suspects. Ces exemples ne constituent pas une transformation totale, mais ils montrent comment l'opération du convoi a produit des effets immédiats sur le terrain. Ils illustrent aussi une intention précise: solidifier les zones vulnérables en priorité avant de projeter des capacités plus larges vers d'autres régions du Sahel. So what? Ces signaux montrent une souveraineté qui s'installe. L'activation commence dans une obscurité presque parfaite. Le convoi s'élance depuis la frontière nigérienne, sans insigne ni transpondeur, comme une file compacte prête à franchir un seuil stratégique. Les moteurs tournent bas, les phares restent limités au strict nécessaire. Chaque véhicule transporte des systèmes d'armement avancés qui ne doivent attirer l'attention d'aucun observateur extérieur. Ce mouvement n'a rien d'improvisé. Il répond à une préparation minutieuse où chaque kilomètre fait partie d'un calcul destiné à réduire au maximum l'exposition. Ibrahim Traoré accompagne la progression en assumant le poids d'un choix longuement mûri. Une seule nuit pour lancer ce qui doit devenir un changement de trajectoire pour tout un pays. Le basculement survient lorsque les radars occidentaux cessent simultanément de renvoyer des signaux sur un corridor pourtant surveillé en continu. Aucun nuage, aucune anomalie atmosphérique, aucune panne déclarée. Un silence sec, total, sans préavis. C'est ici que l'opération prend une autre dimension. Ce n'est plus seulement un déplacement d'équipement. C'est un effacement temporaire de la visibilité étrangère sur une zone clé du Sahel. Le convoi avance alors avec une rapidité maîtrisée. Les communications restent limitées, la coordination passe par des signaux codés et des relais internes. À mesure que les véhicules progressent, les équipages constatent que l'absence d'interférence facilite la remontée d'informations tactiques. Les quelques checkpoints encore actifs ne détectent rien d'anormal. Les flux numériques ne reviennent pas, confirmant que la fenêtre s'ouvre et que la phase décisive commence. La montée atteint son point critique en entrant dans la dernière portion du corridor. L'opération dépend maintenant de minutes gagnées ou perdues. Si la surveillance occidentale se rétablit trop tôt, l'ensemble du dispositif pourrait être compromis. Les équipages accélèrent légèrement, respectant un intervalle constant pour éviter les risques de dispersion. Les véhicules transportant les lance-roquettes de haute technologie restent au centre de la colonne afin de réduire l'exposition potentielle. Chaque étape franchie renforce l'idée que le passage peut réussir sans interception. À ce moment précis, Ibrahim Traoré maintient une posture de contrôle silencieux. Il ne commande pas directement chaque mouvement, mais incarne l'assurance que le pays doit désormais agir sans dépendre d'autorisations extérieures. La colonne traverse les derniers kilomètres avec une tension maîtrisée, soutenue par la conviction que cette action doit se dérouler à terme sans affrontement. La retombée s'amorce lorsque les premiers bâtiments de Ouagadougou apparaissent dans la nuit. Le calme règne encore. Aucun signal de poursuite, aucune tentative d'interception. Les véhicules entrent dans la capitale dans une atmosphère lourde où l'on sent que quelque chose vient de basculer. L'arrivée se fait rapidement, sans cérémonie. Le déchargement est lancé presque immédiatement avec une précision logistique qui montre que le terrain était prêt. Les équipements sont transférés vers des sites sécurisés où ils doivent amorcer une réorganisation plus large des capacités nationales. Ce n'est pas une simple acquisition, c'est une déclaration. Le pays choisit officiellement de ne plus attendre l'approbation extérieure pour défendre son territoire. Dans les heures qui suivent, les premières analyses étrangères émergent, fragmentaires, hésitantes. Pourtant, le changement est déjà en place. Rien ne pourra annuler ce qui s'est déroulé durant cette nuit de silence maîtrisé. La transition s'observe d'abord dans le fossé mesurable entre les ressources mobilisées avant l'opération et celles engagées juste après celle-ci, révélant un saut chiffré qui éclaire mieux que n'importe quel discours l'ampleur du changement. Le Fonds national de souveraineté, annoncé immédiatement après l'arrivée du convoi, s'ouvre sur une enveloppe initiale de 250 millions de dollars alimentée par l'or et l'agriculture. Cette somme représente un socle financier
capable de lancer une autonomie militaire réelle. Elle marque une rupture car le pays n'avait jamais disposé d'une réserve interne comparable auparavant. Ce fonds ne se limite pas à une vitrine politique. Il devient le moteur concret de plusieurs acquisitions majeures. Une partie importante de l'enveloppe est affectée directement à l'achat d'armements modernes sans passer par des crédits extérieurs. L'absence de conditions politiques imposées par des acteurs non africains traduit une volonté d'émancipation pratique inscrite désormais dans les dépenses elles-mêmes. Les projections budgétaires internes montrent que cette réserve doit soutenir une montée progressive des capacités militaires jusqu'en 2027, grâce à un calendrier de dépenses déjà structuré avant même les premières réactions internationales. Le second indicateur massif concerne la filière minière. En 2024, l'exportation d'or atteignait 3 000 milliards de dollars avant de grimper à 3,8 milliards en 2025 avec une prévision à 80 milliards en 2026. Ces valeurs confirment la solidité d'une ressource capable d'alimenter durablement les choix stratégiques. Cette progression fournit un flux régulier pour garantir la continuité de la souveraineté financière annoncée. Ce dynamisme explique pourquoi la réorientation sécuritaire peut s'enraciner dans une trajectoire économique déjà ascendante, au lieu de reposer sur un financement fragile ou transitoire. Le troisième indicateur se trouve dans l'évolution de l'équipement militaire. Le pays dispose de 120 unités blindées en 2024, un chiffre qui double à zone 40 en 2025, avec une projection à 350 unités pour 2027. Cette croissance reflète un effort massif de modernisation dans un laps de temps exceptionnellement court. Ce rythme inédit montre qu'une planification cohérente soutient réellement les ambitions sécuritaires affichées. Derrière ces quantités se cache une refonte plus vaste de l'infrastructure de défense, allant du stockage à la maintenance, en passant par la formation des équipes chargées de ces matériels. Ces tendances chiffrées s'accompagnent d'un changement notable dans la surveillance du territoire. Avant la transition, le Burkina Faso dépendait de systèmes externes réputés indispensables. Après l'arrivée du nouveau matériel, cette dépendance est réduite d'environ 3/4 grâce aux drones et aux radars acquis sans conditions politiques. La réduction d'intermédiaires étrangers dans la veille stratégique permet de renforcer la réactivité des équipes locales et de limiter les angles morts qui freinaient jusqu'ici la gestion des incidents. À ces éléments s'ajoute l'évolution de la perception intérieure. Une enquête réalisée en 2025 indique que 67% des citoyens soutiennent l'augmentation des dépenses militaires, un renversement net par rapport aux années précédentes. Ce climat favorable s'explique par la corrélation visible entre nouvelles capacités et sentiment de sécurité renforcé. Les acteurs locaux constatent que la modernisation ne reste pas théorique, mais influe déjà sur la manière dont les zones vulnérables sont protégées et sur la rapidité avec laquelle les autorités réagissent aux menaces. L'ensemble de ces données compose un tableau cohérent. La souveraineté n'est plus un horizon abstrait, mais une trajectoire mesurable, soutenue par des choix financiers, militaires et politiques alignés. Le premier argument avancé par les critiques repose sur une inquiétude structurée. En se tournant vers la Chine pour moderniser ses capacités militaires, le Burkina Faso risquerait simplement de remplacer une dépendance ancienne par une nouvelle. Selon cette vision, même des équipements livrés sans conditions politiques explicites peuvent créer à terme une forme de vulnérabilité stratégique. Si l'accès aux technologies clés dépend trop d'un seul partenaire extérieur, les marges de manœuvre diplomatiques se réduisent et l'équilibre géopolitique interne peut finir par se caler sur les attentes du fournisseur. Dans cette logique, l'autonomie affichée ne serait qu'une façade, masquant une circulation de contraintes d'un pôle mondial à un autre. Le second argument, plus géopolitique, suggère que cette orientation pourrait fracturer davantage les relations du Burkina Faso avec les puissances occidentales, déjà fragilisées par l'opération du convoi et par la création du Fonds national de souveraineté. Certains observateurs estiment que des sanctions, des pressions diplomatiques ou une réduction d'aide pourraient suivre, au risque d'isoler davantage un pays qui traverse une période de tension sécuritaire. L'alignement supposé sur Pékin deviendrait alors un levier pour justifier des mesures plus fermes de la part d'acteurs internationaux soucieux de préserver leurs intérêts dans le Sahel. Ce scénario, repris par plusieurs analystes, repose sur l'idée que l'environnement régional reste trop instable pour supporter de tels repositionnements. Face à ces deux critiques,
la réponse issue des faits disponibles se construit autrement. Les données de terrain indiquent que la Chine n'impose pas de conditions politiques contraignantes dans les accords conclus, ce qui distingue nettement ces échanges des pratiques antérieures des anciennes puissances coloniales. Le Burkina Faso, loin de dépendre d'un unique partenaire, a parallèlement renforcé des coopérations africaines, notamment dans le renseignement et la sécurité. Cette stratégie régionale vise à empêcher qu'une influence extérieure unique ne s'ancre durablement dans les décisions internes. Ainsi, plutôt qu'un transfert de dépendance, les choix récents esquissent une diversification calculée des appuis, structurée pour soutenir une souveraineté en construction. Le basculement commence ici. À partir de ce moment, l'opération du convoi cesse d'être seulement une manœuvre tactique pour devenir un marqueur politique qui recompose l'équilibre du Sahel. Lorsque les systèmes de surveillance occidentaux reviennent en ligne, ils ne trouvent qu'un vide. Aucune image exploitable, aucun signal cohérent, aucun indicateur permettant d'expliquer pourquoi 300 km d'activité ont disparu. Cette absence crée une fissure durable dans la lecture extérieure du terrain. Et c'est précisément là que la trajectoire du Burkina Faso change de statut. Ibrahim Traoré, revenu à Ouagadougou, observe un paysage où plus rien n'est disposé comme avant. La capitale accueille le matériel dans un silence qui ressemble à une suspension, comme si chaque acteur attendait la suite logique d'un acte impossible à annuler. Le transfert des armes vers les sites sécurisés ouvre une nouvelle phase. Celle où le pays choisit de consolider son autonomie sans passer par aucune validation internationale. Dans les heures qui suivent, la question n'est plus de savoir comment l'opération a eu lieu, mais ce qu'elle déclenche. L'incident du corridor devient un signal adressé au Sahel entier. Un État peut reprendre l'initiative sans s'exposer immédiatement à une riposte étrangère. Du côté des institutions qui tentent de se réorganiser, les premières répercussions touchent directement l'appareil étatique, désormais obligé de réorganiser ses priorités sans filet extérieur. Les ministères de la Défense et des Finances doivent intégrer presque simultanément l'arrivée du matériel et la mise en place du Fonds national de souveraineté. Cette articulation impose une discipline nouvelle, car l'État ne peut plus s'appuyer sur des accords de défense classiques pour absorber les imprévus. L'opération du convoi transforme ainsi la manière dont les institutions envisagent leur sécurité, en ancrant dans leur pratique l'idée qu'une autonomie réelle se mesure dans la capacité à financer, coordonner et maintenir ses propres ressources. Du côté de ceux qui produisent et commercent, pour les secteurs générateurs de revenus, l'impact se lit dans les projections liées à l'or et à l'agriculture, désormais mobilisées pour soutenir la souveraineté. Les entreprises locales perçoivent ce mouvement comme une stabilisation potentielle des circuits économiques, car l'absence de conditionnalité étrangère limite les interruptions imprévues. Cette perception encourage une légère hausse des investissements internes, notamment dans les infrastructures capables d'accompagner les nouvelles priorités du pays. Les acteurs économiques comprennent que l'exploitation des ressources doit désormais alimenter une stratégie à long terme, et non des programmes dictés depuis l'extérieur. Chez les familles qui vivent ces changements, dans plusieurs régions du Burkina Faso, les habitants ressentent de manière concrète les effets des réorganisations sécuritaires. Les zones historiquement exposées à des incursions ont vu l'apparition plus régulière de patrouilles et d'équipements qui auparavant arrivaient tardivement ou de manière irrégulière. Ce renforcement transforme la perception de la sécurité locale, en donnant le sentiment que l'État reprend progressivement la main sur des espaces longtemps négligés. Pour une partie de la population, l'opération du convoi symbolise un renouveau de confiance, car elle intervient dans un contexte où les attentes envers les partenaires étrangers s'étaient nettement affaiblies. Les retours recueillis dans certaines localités montrent que cette présence accrue redessine la relation entre citoyens et institutions, en misant sur une action visible plutôt que sur des promesses extérieures. Dans les capitales voisines qui scrutent la région, au niveau régional, l'impact dépasse les frontières immédiates du pays. Le Sahel observe avec attention ce choix assumé de rompre avec les schémas classiques de dépendance militaire. Pour les États voisins, l'opération révèle qu'un acteur peut repositionner sa stratégie
sans déclencher immédiatement des pressions insurmontables de la part des puissances extérieures. Ce constat modifie discrètement les équilibres, car il suggère que d'autres nations pourraient expérimenter des modèles similaires. Sur la scène diplomatique, la présence d'Ibrahim Traoré devient un point de référence, illustrant un modèle de souveraineté qui ne se contente pas de déclarations, mais s'appuie sur des actions tangibles. Dans ce contexte, le Burkina Faso apparaît non comme un isolé, mais comme un déclencheur d'une dynamique qui pourrait reconfigurer les rapports de force dans la région. Dans une perspective différente, stabilisation mesurée et continuité stratégique. Sur les 6 à 12 prochains mois, le scénario le plus plausible s'appuie sur la poursuite de la trajectoire amorcée après l'arrivée du convoi. Les capacités de défense modernisées commencent à se déployer de manière plus régulière dans les zones vulnérables, tandis que le Fonds national de souveraineté renforce progressivement la gestion financière interne. Les relations régionales s'intensifient avec un partage plus efficace du renseignement et une coordination accrue autour des frontières sensibles. Ce scénario n'écarte pas les tensions diplomatiques. Il postule simplement qu'elles n'atteignent pas un niveau susceptible de perturber la stabilité intérieure. L'État maintient le rythme en consolidant ce qui a déjà été engagé. Dans une perspective différente, montée en puissance économique et influence accrue. Dans une version plus favorable, l'économie profite d'une confiance collective renforcée, stimulée par les résultats visibles des premières mesures de souveraineté. Les exportations d'or progressent conformément aux projections établies avant 2026, ce qui permet d'accélérer les investissements dans les infrastructures nécessaires à la sécurité et au développement. Les partenaires africains se montrent plus réceptifs à des initiatives communes, ouvrant la voie à une coopération régionale structurée autour de nouvelles normes stratégiques. Ce climat encourage aussi une diversification diplomatique plus nette, avec des échanges élargis vers d'autres puissances émergentes. Dans ce cadre, le Burkina Faso pourrait devenir un point d'appui majeur pour une recomposition géopolitique du Sahel. Dans une perspective différente, pression extérieure et fragilités internes, le scénario le plus sombre envisage une réaction plus ferme des puissances occidentales, sous forme de sanctions, de restrictions économiques ou de pression politique directe. Une telle dynamique affaiblirait les marges de manœuvre financières et compliquerait l'entretien du matériel acquis récemment. Si les tensions sécuritaires s'ajoutent à ces contraintes, notamment par une recrudescence d'incursions ou par des tensions internes liées à la gouvernance, la stabilité pourrait être sérieusement compromise. Ce scénario n'affirme pas un effondrement certain, il décrit une zone de vulnérabilité où plusieurs facteurs adverses convergent. Le pays devrait alors mobiliser ses alliances régionales pour contenir les risques les plus immédiats. Pour éclairer la réflexion, s'orienter entre ces scénarios revient moins à prédire qu'à évaluer les conditions que le pays peut réellement maîtriser, en dissociant ce qui dépend des décisions internes de ce qui relève des dynamiques internationales. Pour beaucoup de Burkinabés, les changements amorcés depuis l'arrivée du convoi ne se résument pas aux chiffres ou aux déclarations officielles. Ils traversent le quotidien et redéfinissent la manière d'habiter le territoire. Dans plusieurs quartiers de Ouagadougou, la perception de la sécurité évolue discrètement, portée par la présence plus régulière des équipes de surveillance et par la conviction que l'État tente réellement de reprendre la maîtrise de ces zones sensibles. Cette impression diffuse n'efface pas les inquiétudes, mais elle modifie la relation que les familles entretiennent avec leur environnement immédiat. Pour les jeunes, ce tournant constitue un repère symbolique. Une génération qui a grandi dans l'idée que les décisions majeures dépendaient d'acteurs étrangers découvre un modèle où l'initiative locale semble reprendre le dessus. Ce changement n'offre pas encore de perspective économique précise, mais il installe une nouvelle forme de projection personnelle. Celle où un avenir plus stable devient envisageable, à condition que les efforts engagés se poursuivent. Pour les travailleurs des secteurs agricoles et miniers, l'impact se manifeste dans la manière dont leurs activités sont désormais perçues. Le lien entre ressources nationales et souveraineté renforce l'idée que leur contribution dépasse la simple production. Cette revalorisation diffuse agit comme un moteur moral, renforçant le sentiment que leur rôle participe à une transformation plus large du pays. Enfin, pour celles et ceux qui suivent ces événements depuis d'autres régions du Sahel, l'expérience burkinabé sert de miroir. Elle montre qu'un pays soumis à des contraintes prolongées
peut tenter une réorganisation de ses priorités sans attendre l'aval d'acteurs extérieurs. Les réactions restent prudentes, mais l'exemple nourrit des discussions nouvelles sur la manière dont une souveraineté réelle pourrait être envisagée ailleurs. La consolidation de la souveraineté exige désormais une méthode qui s'articule autour d'étapes mesurables, capables de transformer un élan politique en architecture durable. Ibrahim Traoré sait que la réussite ne repose plus uniquement sur l'effet du convoi, mais sur la capacité de l'État à structurer une continuité robuste, capable de résister aux pressions extérieures et aux fluctuations internes. Dans une nouvelle étape, renforcer le Fonds national de souveraineté, allouer une part fixe des revenus de l'or et de l'agriculture à une réserve annuelle dédiée. La mise en œuvre doit débuter immédiatement avec des évaluations trimestrielles portant sur la capacité du fonds à couvrir les besoins en matériel et en maintenance. Cet indicateur permettra d'éviter toute dépendance financière future. Dans une nouvelle étape, moderniser la formation et les infrastructures de défense déployées dans un délai de 12 mois, un programme structuré pour les unités chargées de l'utilisation des nouveaux équipements. La réussite se mesure par la réduction des retards de réponse dans les zones sensibles, comparée aux données relevées avant l'arrivée du convoi. Dans une nouvelle étape, stabiliser les zones frontalières prioritaires, concentrer les moyens sur les localités historiquement vulnérables, selon un calendrier en 4 phases couvrant la surveillance, la mobilité, la communication et la coordination régionale. L'indicateur principal est la Babes Theta, la baisse des incidents non détectés dans ces secteurs. Dans une nouvelle étape, étendre la coopération régionale sans conditionnalité étrangère, structurer des accords bilatéraux et multilatéraux inspirés des échanges déjà amorcés avec les pays voisins du Sahel. Le suivi repose sur le volume de renseignements partagés et la fréquence des opérations conjointes. Ces étapes n'offrent pas une garantie absolue, mais elles posent un socle qui transforme l'élan initial en trajectoire continue, capable de soutenir durablement l'autonomie recherchée. Dans les villages frontaliers où les premières patrouilles renforcées étaient apparues après l'arrivée du convoi, un sentiment particulier s'est installé, celui d'avoir vécu le début d'un chapitre que personne n'avait réellement anticipé. Les habitants de ces zones, longtemps habitués au silence incertain du Sahel, ont vu les nuits changer de texture, comme si la frontière respirait autrement. Cette transformation, d'abord presque imperceptible, est devenue un repère pour comprendre ce qui se joue aujourd'hui. En revisitant ces lieux, on mesure mieux le chemin parcouru depuis cette nuit où 23 véhicules ont traversé la poussière sans laisser d'empreintes visibles sur les radars. Ibrahim Traoré, au centre de cette transition, ne s'est jamais présenté comme un héros, mais comme celui qui assume une rupture que beaucoup attendaient sans y croire vraiment. Le poids de cette décision se reflète désormais dans la manière dont les communautés se projettent entre prudence et espoir. Si l'on doit retenir une image, c'est celle de ces routes où l'obscurité n'était plus seulement une menace, mais l'espace où un pays a commencé à reprendre forme. Si cette trajectoire vous interpelle, c'est peut-être parce qu'elle dépasse largement le cadre d'un convoi, d'un corridor effacé ou d'une décision politique isolée. Elle touche à une question que beaucoup de pays, bien au-delà du Sahel, se posent silencieusement. Jusqu'où peut aller une nation lorsqu'elle choisit d'agir avec ses propres moyens malgré les contraintes et les doutes? Les images, les chiffres et les témoignages de ces derniers mois montrent qu'un changement est possible, même là où l'on pensait que tout était figé. Cet espace de réflexion, vous pouvez l'élargir avec nous. En suivant les prochaines analyses, en partageant vos impressions, en posant vos questions, vous participez à une conversation qui ne se limite pas aux frontières du Burkina Faso. Chaque commentaire, chaque point de vue contribue à éclairer une région souvent réduite à des récits incomplets. Si vous souhaitez comprendre la suite, revenir sur les enjeux ou explorer d'autres trajectoires de souveraineté, vous êtes libre de rester avec nous. Quelle part de cette histoire mérite d'être poursuivie ensemble ?